Bonsoir et bienvenue à tous pour ce second webinaire de Yomoni. Au programme ce soir, indépendants et salariés, les marchés financiers au secours de votre retraite et de votre pouvoir d'achat. Au programme et avec nous, on démarrera par un décryptage du contexte macroéconomique en compagnie de Jean-Pierre Petit. Bonsoir Jean-Pierre et merci d'être avec nous. On enchaînera ensuite sur l'impact du contexte macroéconomique, bien évidemment sur les mandats Yomoni et leurs performances avec Alexis Nac, notre directeur des investissements. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Et enfin, comme vous l'avez compris, nous nous attarderons sur le sujet des indépendants, dans une volonté de toujours démocratiser l'épargne. Nous nous intéresserons aux indépendants, à savoir comment mettre leur excédent de trésorerie au service de leur pouvoir d'achat et bien évidemment de leur retraite. Et pour traiter de ce sujet particulier, nous accueillons Laurent Laforgue, qui est le directeur des partenariats de chez Number. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On démarre. Jean-Pierre, vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Ok, on démarre avec Jean-Pierre et nous allons aborder l'impact du conflit, donc point macroéconomique. Et bien évidemment, on est obligé de démarrer par l'impact du conflit sur l'inflation. Est-ce que l'impact du conflit que nous connaissons depuis déjà plusieurs mois est-ce que le conflit en fait aura un impact durable sur l'inflation, selon vous ? Tous les problèmes inflationnistes depuis 2 siècles et demi sont liés à des phénomènes de guerre, y compris les années 70. Avec la guerre du Kippour en 1973 et la guerre entre l'Iran et l'Irak en 1980. Et si on regarde au 19e siècle ou dans le reste du 20e siècle, on voit que tous les phénomènes inflationnistes, ne serait-ce qu'un petit peu durables, sont liés à des phénomènes de guerre qui génèrent des pénuries et une profonde restriction des échanges qui amènent des chocs d'offres et donc des hausses tendancielles de prix. Voilà. Donc, partant de là, est-ce que c'est durable ? Oui, puisque ça va durer un certain temps. Alors, pour dire les choses beaucoup plus directement, les normes d'inflation admises aujourd'hui dans les pays occidentaux ne sont pas guère supérieures à 3%. Combien de temps ça va durer ? Sous réserve d'un ralentissement très fort qu'on va avoir certainement à partir de la fin de cette année, dans le courant de l'année 2023. On repassera dans les pays occidentaux probablement sous les 3% à la fin de 2023 ou dans le courant de 2024. Voilà. Est-ce que c'est durable ou pas ? Ça aura duré environ 2 ans, sachant qu'il y avait eu d'autres chocs d'offres que la guerre d'Ukraine. Il y avait eu le choc également sur toutes les chaînes d'approvisionnement est-asiatiques, en particulier semi-conducteurs, lorsqu'on est sorti de Covid, puisque ça a amené un gros choc sur les chaînes d'approvisionnement en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, etc. Dans la mesure, évidemment, où les chaînes d'approvisionnement avaient été très fortement perturbées et les ports, puisque l'essentiel du commerce, notamment des biens électroniques et de l'automobile, se passe par voie maritime, avait été profondément perturbé. Donc on a eu 2 chocs d'offres. Mais il est bien évident que la guerre d'Ukraine, dans la mesure où la Russie et l'Ukraine sont des producteurs majeurs de matières premières à la fois énergétiques, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz naturel, fossiles, mais également matières premières agricoles, les céréales, le blé, le maïs, l'huile de tournesol, le soja, etc. Et de beaucoup de métaux industriels également. Donc au total, ce n'est pas qu'un choc pétrolier, c'est un choc des matières premières. Oui. On est sur un pays qui était quand même assez central au niveau de l'approvisionnement des matières premières. Juste peut-être pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, à quel niveau d'inflation on en est aujourd'hui en France depuis le début de l'année ? J'ai un chiffre approximatif. La France, si on lisse un petit peu, on est un peu plus de 5, si on lisse sur plusieurs mois, parce qu'on ne va pas prendre le dernier mois, mais il est assez évident qu'on va plutôt s'orienter vers les 6 en fin d'année, 6 voire un petit peu plus. Ce n'est qu'en 2023 où ça commencera un petit peu, grâce aux effets de base notamment, ça commencera à décliner assez sensiblement. La zone euro sera à la fin de l'année, enfin, disons, si je prends le 4e trimestre 2022 par rapport au 4e trimestre 2021, on sera à 7,5. Et les États-Unis encore pareil, alors qu'ils sont à 8,5, autour de 8,5 sur les derniers mois. Donc ça va baisser, mais très modérément en Europe et aux États-Unis. Ok. Et de ce fait, vous pensez que les banques centrales, elles peuvent réussir à piloter à la fois l'inflation sans faire basculer l'économie mondiale dans une récession ? Non, je ne pense pas. Je pense que la situation est beaucoup trop compliquée aujourd'hui. Il y a un puissant resserrement des conditions financières aujourd'hui à cause du resserrement des banques centrales. L'inflation crée un problème en soi, de toute façon, indépendamment des banques centrales. Elle détruit du pouvoir d'achat du consommateur, elle introduit beaucoup d'incertitudes. Il y a une guerre.
Donc une guerre, en plus c'est pas une petite guerre, hein, c'est une guerre qui concerne la troisième puissance militaire, hein, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est pas un petit pays. Donc elle amène également beaucoup d'incertitudes. Il y a un resserrement monétaire et il n'y a pas de stimulation budgétaire dans le monde, à part la Chine. Donc dans un tel contexte, il est quand même difficile d'envisager l'absence de récession ou du moins de ralentissement très sensible. Merci pour votre réponse. Concernant l'inflation, est-ce que vous pensez que nous avons atteint ce pic d'inflation? A priori, ce que vous disiez pour les projections, enfin, que le pic en fait, d'inflation arriverait peut-être sur la fin d'année. Et est-ce que la hausse des taux, elle est plutôt devant ou derrière nous à ce stade? Je pense qu'il faut faire une distinction entre les taux courts, les taux directeurs des banques centrales et les taux longs. Puisque les taux longs sont toujours en avance des politiques monétaires. Est-ce que juste, excusez-moi de vous couper la parole, on peut peut-être redéfinir la différence entre un taux court, un taux long, un taux directeur? C'est la maturité. Quand vous prêtez à 3 mois... Donc la durée. Voilà, la maturité sur le marché monétaire, c'est complètement dépendant des conditions qui sont imposées par la Banque centrale. Mais par contre, à 10 ans, ça prend en compte les décisions futures de la politique monétaire, mais ça prend en compte plein d'autres choses. Et donc, en règle générale, les taux longs montent avant le resserrement monétaire. D'accord, voilà. Parce qu'ils anticipent. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, je dirais que les taux longs, qui déterminent quand même beaucoup de choses, hein, qui déterminent plus de choses que les taux courts, ont plus d'impact. Ils ont plus d'impact, notamment pour le marché immobilier, mais pas seulement. Eh bien, ils ont fait l'essentiel du boulot. Je n'ai pas dit qu'on resterait, par exemple, si vous prenez le taux AT 10 ans en France, il est à 2% ou un petit peu plus de 2%. Je n'ai pas dit qu'on resterait à 2% et qu'on baisserait, mais on ne va pas beaucoup monter au-delà. Voilà. On est monté à 2,30, on a redescendu à 2. Sur le 10 ans américain, on peut monter au grand maximum vers les 3,50, sachant qu'aujourd'hui, on est autour de 3,15, mais pas beaucoup au-delà. En fait, les OAT, ce sont les emprunts d'État, c'est-à-dire le taux auquel l'État français emprunte de l'argent, c'est ce qu'on est en train de se dire. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est que sur ces taux longs qui sont plutôt, ce sont eux qui vont dessiner un petit peu l'avenir économique de l'inflation et donc de la récession qui va a priori être engendrée par suite. Et là, on se dit qu'en fait, au niveau des taux, on est quasiment sur les taux longs, sur les taux directeurs, on est quasiment au plafond de... Sur les taux longs. Je pense sur les taux directeurs, non, parce que les taux directeurs, il y a encore beaucoup de boulot. Sur la Réserve fédérale et sur la BCE. Mais sur les taux longs, on n'est pas très éloigné. Enfin, on peut encore monter. Il faut quand même être prudent là-dessus. Mais on n'est pas très éloigné des points hauts. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les emprunts des particuliers ou des entreprises, c'est également une bonne nouvelle pour les marchés d'actifs. Les actions, le marché des obligations d'entreprises sont très, très, très sensibles au niveau des taux longs nominaux, mais également au taux long réel, c'est-à-dire déflater des anticipations d'inflation. D'accord, voilà. Donc quand les taux montent, qu'est-ce qui se passe sur ce type d'actifs? Quand les taux longs remontent pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il y a des chocs d'inflation, des chocs d'offres d'inflation et un resserrement plus fort que prévu de la politique monétaire, en règle générale, c'est très mauvais pour les marchés d'actifs financiers. Vous avez pu le constater au premier semestre. D'accord. Voilà. Et inversement, quand les taux longs commencent à se stabiliser, pour les bonnes raisons. C'est bon pour les obligations, déjà, ça c'est certain. Ouais. Ça c'est certain. On verra juste après avec Alexis. Pour les obligations souveraines, pour les obligations peu risquées du compartiment des entreprises, ce qu'on appelle le compartiment high grade ou investment grade, en général, qui sont peu risqués. Alors pour le high yield, c'est-à-dire les emprunts des entreprises un peu risqués, là, il faut faire un petit peu attention, parce que si jamais vous avez un ralentissement trop fort, il risque d'y avoir des taux de défaut qui remontent. Oui. Mais disons que quand les taux longs baissent, il y a quand même des compartiments des marchés d'actifs qui se mettent à surperformer. Alors qu'au premier semestre, en fait, tous les compartiments d'actifs financiers ont baissé. C'est-à-dire à la fois les actions, les obligations souveraines et les obligations corporate. Voilà. D'accord. Seul le cash est maintenu en territoire nul ou légèrement positif aux États-Unis. Oui. Et même si vous le déflatez de l'inflation, bah non, vous avez perdu. Donc, ça, c'est un point très intéressant sur lequel on reviendra juste après. Mais si on ne fait rien de son argent liquide, aujourd'hui, on est plutôt, vu l'inflation, au final, on est plutôt perdant sur son cash. OK. Est-ce que vous avez, peut-être pour finir, des prévisions de croissance et d'inflation pour cette année et peut-être l'année suivante ? Écoutez, sur les prévisions de croissance pour l'année suivante, parce qu'on est déjà à la fin juin, donc 2022 déjà est la moitié de l'année. Enfin, sauf s'il y avait un gros choc, si vous voulez. C'est fait. En revanche, je pense que pour 2023, je crains un petit peu que
les prévisions du consensus, qui ont beaucoup baissé, n'ont pas suffisamment baissé. Je pense que pour les États-Unis, le consensus est à 2% de croissance en 2023, et pour la zone euro également à 2%. Je crains qu'on soit un petit peu en dessous des 1,5. C'est pas la catastrophe. Je suis pas en train de vous dire que c'est terrible. Hein. C'est pas Lehman Brothers, c'est pas la première vague pandémique en février et mars, mais ça risque d'être plus décevant parce qu'il y a des forces récessives quand même puissantes, contre lesquelles on résiste aujourd'hui grâce à la dynamique post-Omicron. L'hôtellerie-tourisme se porte très très bien dans le monde. Hein. Les transports se portent très bien par rapport à l'année dernière, mais malgré tout, il y a quand même des forces récessives assez puissantes. Donc je pense que les niveaux d'inflation, les niveaux de croissance seront plus faibles que ce que pense le consensus. Et en ce qui concerne l'inflation, alors je suis désolé d'avoir à le dire, c'est que les niveaux d'inflation seront quand même un petit peu supérieurs à ce que pense le consensus au milieu de 2023. Sur le deuxième trimestre 2023, nous on est à 3,5. Vous voyez, sur les États-Unis, le consensus est un peu en dessous, et sur la zone euro, nous on est plutôt à 2,5, voire un petit peu plus de 2,5, alors que le consensus est plus bas, vous voyez. Donc je pense qu'il y aura encore un petit peu de résistance de l'inflation, mais elle sera beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Ok, merci. Et du coup, moi ça m'amène une dernière question. À quand une normalisation du coup de l'inflation ? Les phénomènes de normalisation, vous savez, c'est des phénomènes qu'on aimerait bien voir venir, mais vous savez, on n'est pas dans une période normale, si vous voulez. Hein. On peut peut-être préciser, c'est quoi la normalisation de Oui, l'inflation ? Écoutez, d'ailleurs, vous savez, la norme des 2% d'inflation ne correspond à aucune optimalité scientifiquement prouvée. Ça, c'est une convention des banques centrales. Et moi, je pense que, vu les niveaux de dette records de toute l'histoire du temps de paix, même parfois de l'histoire du temps de paix et de guerre qu'on a aujourd'hui, on a besoin de taux d'intérêt réels négatifs, ou nuls, ou très faiblement positifs. Et donc, un peu d'inflation, disons à 2,5, 3, ce qui n'est d'ailleurs pas de l'inflation, un peu au-dessus de la norme, de la norme admise antérieurement, est plutôt favorable. Et donc, il ne faut pas se plaindre des niveaux si jamais, sur les prochaines années, on a 2,5 ou 3% d'inflation. Oui, en fait, ce sera un taux normal. C'est ce qu'on pourrait attendre d'une normalisation. Donc, plutôt courant 2023, c'est ce qu'on se disait juste avant ? Plutôt courant 2023-2024. Ok, c'est entendu. En tout cas, merci Jean-Pierre. On a juste quelques questions peut-être des internautes avant de finir et de vous laisser partir. On a une question de Jean-Jacques qui nous demande, face aux décisions et aux positions de la BCE et plus généralement de l'Europe, est-ce que nous sommes en retard comparé à notre homologue américain ? Et est-ce qu'on peut comparer l'Europe et les États-Unis aujourd'hui ? On est toujours en retard parce que dans la zone euro, on est 19, dans l'Union européenne, on est 27 et c'est compliqué. Voilà. Donc on est en retard à la fois sur toute une série d'évolutions structurelles et on est souvent en retard en termes de politique économique. Après, la situation n'est pas non plus complètement désespérée. La politique monétaire de la BCE, même si elle se durcit considérablement, est quand même mieux élaborée qu'il y a une dizaine d'années, au moment de la crise de la dette souveraine, au début des années 2010. Mario Draghi a fait beaucoup de bien à la Banque Centrale Européenne, elle a créé des outils, et là on est en train de réfléchir à des outils pour éviter le creusement des écarts de taux avec l'Italie et éventuellement la France, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas... Elle est en retard, ça c'est vrai, mais elle a des outils et je crois qu'elle a une capacité, elle est équipée, elle a une capacité de décision pour faire face aux défis quand même. Ok. Donc en fait, elle est en retard d'un point de vue technicité, peut-être par rapport, c'est ce qu'on se dit, par rapport à la Fed. Parce que 19 pays dans la zone euro, c'est 19 situations très divergentes, notamment en termes d'inflation. On n'est pas un État fédéral. Voilà, on n'est pas un système fédéral. Donc on ne décide pas pour l'ensemble. Voilà, donc il y a des forces en présence qui sont un petit peu divergentes et qui amènent un retard relatif du processus de décision par rapport aux États-Unis. Voilà. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer les États-Unis et l'Europe, même d'un point de vue marché aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Non, mais il y a eu des progrès quand même, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop négatif sur l'Europe. Par exemple, en 2020-2021, pour la première fois, on a lancé des émissions de dette commune, donc avec des transferts du nord vers le sud. Les positions sur l'Ukraine et sur la stratégie énergétique en matière de pétrole et de gaz obéissent quand même à une logique, quand même, à des processus de décision communes. Donc il y a des progrès. Monsieur Trump, Monsieur Johnson, Brexit, Trump et Monsieur Poutine ont secoué un petit peu le cocotier européen et enfin, péniblement, laborieusement, mais on commence à s'adapter un petit peu au nouveau monde. Face à l'adversité. Oui, voilà, c'est pas... Okay. Les Européens s'aperçoivent qu'on n'est pas chez Bisounours, on est dans Jurassic Park. Ok. Voilà. Merci pour l'image.
Merci Ou Jean-Pierre. Jurassic World, excusez-moi, voilà, il faut que je m'adapte aussi. Okay. Merci Jean-Pierre Petit pour votre intervention. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Yomoni et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. On continue ce webinaire avec l'impact du contexte macroéconomique, bien évidemment, sur les mandats Yomoni et leur performance. Et pour cela, c'est avec Alexis Nac que nous allons échanger maintenant. Bonsoir Alexis. Bonsoir Charlotte. Dans quelle mesure la situation macroéconomique a-t-elle été prise en compte dans les mandats Yomoni? Alors c'est une question toujours récurrente, mais dans quelle mesure en fait, la réalité macro a été retranscrite dans les mandats? Alors elle est récurrente, mais c'est une question importante en effet, de savoir comment on a réagi dans ce contexte un peu particulier, comme le disait Jean-Pierre. Ce qu'il faut avoir en tête, et Jean-Pierre l'expliquait bien, c'est que depuis notre dernier webinaire, les risques macroéconomiques ont augmenté, je dirais, de façon assez significative. Le premier risque qu'on a identifié, c'est un risque de resserrement des conditions financières. Alors, qu'est-ce que c'est un resserrement des conditions financières? C'est-à-dire que vous avez en même temps une hausse du taux d'endettement, donc qui freine l'investissement, qui freine la consommation, qui souvent est basée sur l'endettement, et en même temps une baisse des actions qui, elle, baisse l'effet richesse et aussi a un impact sur la consommation. Donc, ce resserrement des financières devrait avoir un impact sur l'activité économique à court terme. Le deuxième facteur, je dirais, majeur, bien sûr, c'est l'inflation, qui ne cesse de battre des records. On est sur les derniers chiffres à 8,6% d'inflation aux États-Unis sur un an, 8,1% en zone euro. Donc cette inflation, je dirais, qui continue à augmenter, pousse les banques centrales européennes et américaines à augmenter leurs taux à un moment où l'économie est déjà en train de ralentir. Donc vous avez on est dans une position où les banques centrales montent leur taux pour freiner l'activité alors qu'elle est déjà en train de ralentir. Et ça, naturellement, ça augmente le risque de récession. Le troisième point, je dirais, dont Jean-Pierre n'a pas parlé, ce sont les résultats d'entreprise. Il faut savoir que les estimations de résultats d'entreprise ont encore été revues à la hausse par les analystes. On est maintenant sur des prévisions de 11% de croissance des bénéfices en 2022 aux États-Unis. Alors que dans ce contexte inflationniste, les entreprises vont avoir de plus en plus de marge, de difficultés à préserver leurs marges. Donc il y a un risque de déception sur les résultats qui est de plus en plus grand. La dernière saison s'est très bien passée, mais on se dit pour les prochaines saisons de résultats, il y a peut-être un risque de déception des analystes qui a grandi. Donc dans ce contexte, on a adopté une position un peu plus défensive dans les portefeuilles. On n'est pas encore en scénario central de récession, qui nous aurait amené à sous-pondérer les actions par rapport à des allocations de référence, mais on ne pouvait pas ne pas prendre en compte l'augmentation de ces risques macroéconomiques. Donc on a baissé notre exposition aux actions pour revenir à une position plus neutre, c'est-à-dire en ligne avec nos allocations de référence. Si je prends un profil 6, par exemple, de type équilibré, on est maintenant à 50% d'actions, 50% d'obligations. Donc on n'est pas dans un scénario catastrophique, on est dans une position plus défensive par rapport à ce qu'on avait en début de trimestre. L'autre point, c'est qu'on a continué à réduire la duration de nos portefeuilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a réduit la sensibilité de la poche obligataire au mouvement de taux, parce qu'on pense que les tensions inflationnistes à court terme ne sont pas finies. Donc on va être sur des obligations plus courtes dans la durée, c'est ça? Exactement. On réduit la durée globale de la poche obligataire, ce qui réduit la sensibilité de la poche obligataire au mouvement de taux, qui pourrait perdurer à court terme, parce que le pic d'inflation, c'est la grande question. Quand est-ce qu'il va avoir lieu? Alors, la bonne nouvelle de ces dernières semaines, c'est la baisse du pétrole qui, bien sûr, allège ces pressions inflationnistes. Donc, si cette baisse des matières premières continue, ça serait une très bonne nouvelle pour les prochains chiffres sur l'inflation. Mais en tout cas, à court terme, pour les gens en général. Et pour le pouvoir d'achat. En tout cas, à court terme, on a préféré réduire cette sensibilité au mouvement de taux. On peut peut-être rappeler à tout le monde qu'on adapte le mandat Yomoni dans la limite, et dans le respect du choix du mandat. Pour le dire plus clairement, c'est-à-dire on ne va pas passer quelqu'un qui a un portefeuille PEDI chez Yomoni et qui est censé être 100% en actions, on ne va pas, selon des anticipations de marché, le passer à 100% en fonds euros, par exemple. Exactement, voilà. Exactement. Donc dans quelle proportion, juste peut-être rappeler, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore clients, qui nous regardent, peut-être rappeler dans quelle proportion on adapte le mandat?
Alors c'est exactement ça, c'est pour ça que je parle souvent, à chaque fois que tu me demandes ce que je fais dans les portefeuilles d'allocation de référence, parce qu'en effet, l'allocation de référence est l'allocation qui a été construite pour que le projet de nos clients puisse être réalisé, quel que soit le contexte de marché. Donc pour nous, il est très important de ne pas trop s'éloigner de cette allocation de référence. Alors on va avoir des paris, ce qu'on appelle des paris tactiques, pour essayer, qui vont être pris en fonction des risques qu'on aura identifiés, en fonction des risques macroéconomiques à court terme, mais sans jamais trop s'éloigner de cette allocation de référence, parce que c'est elle qui prime, et c'est elle qui doit absolument être maintenue, quel que soit le contexte. C'est elle qui va vous permettre de pouvoir réaliser votre marché, quel que soit le contexte de marché. Alors typique dans un profil 6, par exemple, équilibré, dont l'allocation de référence, comme je le disais tout à l'heure, est de 50% d'actions, 50% d'obligations. Voilà. On pourra varier la part d'actions entre 40 et 60% d'actions. Mais on ne se retrouvera jamais avec un 100% actions en démarrant sur un P6, jamais sans arbitrage de la part du client. Exactement, c'est exactement ça, Charlotte. Ok, très clair. Merci, merci Alexis. On va peut-être passer au résultat. Quels sont les impacts en termes de performance sur les mandats Yomoni suite à ces arbitrages sur la partie tactique? Alors, depuis le début de l'année, bien sûr, ce contexte a été fortement impacté. D'un côté, les actions, parce que la baisse des actions est directement liée à des craintes sur la croissance et donc sur les bénéfices futurs des entreprises. Donc, on a une baisse des actions mondiales de 17,9% depuis le début de l'année, de 17% à peu près sur celles de la zone euro. Et en même temps, les obligations, parce que en même temps, et c'est ça, ce phénomène qui est un peu rare, il faut remonter aux années, Jean-Pierre en parlait, aux années 80 pour retrouver un phénomène de telle ampleur où on a un double choc sur les actions et sur les obligations. Parce que vous avez les actions qui baissent sur des craintes de croissance, de ralentissement, et en même temps les taux qui montent sur des craintes d'inflation, de prévision d'inflation surchauffe inflationniste, qui pèsent sur les taux, ils font baisser les obligations. Et donc ça, bien sûr, ça impacte fortement nos portefeuilles les plus diversifiés qui sont composés d'actions et d'obligations. Et donc on voit bien que là... Le P5, voilà, le P6, même un P4, un P4, un P5, P6. Exactement, on a un P6 depuis le début de l'année qui perd 14,6%, donc qui finalement est pas loin de la performance d'un P10 de moins 15,7%. D'ailleurs, c'est bien qu'on y revienne là, parce qu'on travaille quand même assez près des clients et c'est des questions qui ont été récurrentes sur la perte du marché. On n'est pas habitué à cette configuration parce qu'elle est très rare. Mais mon grand message, c'est qu'il ne faut surtout pas se débarrasser de ces obligations. Ce phénomène transitoire, temporaire, qu'on appelle stagflation, que le jargon pour traduire baisse de l'activité et hausse de l'inflation, donc stagflation. Il est dur à vivre, bien sûr, mais il est transitoire, il est provisoire. Donc une fois de plus, on a réduit, comme je disais, la poche obligataire, mais il ne faut pas prendre d'actes de gestion comptant et acte définitif trop brusques, parce que ces obligations, il faut absolument les garder en portefeuille. Ça ne remet absolument pas en cause, à plus long terme, le rôle des obligations de diminuer le risque des portefeuilles, de diversifier des actions. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On est en train de passer progressivement de craintes de surchauffe inflationniste à des craintes sur de ralentissement, voire de récession. Et dans ce nouveau contexte qui arrive, les obligations vont jouer leur rôle fondamental de protection contre les mouvements de marché. On l'a vu, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est ce qui se passe depuis 10 jours. Les obligations ont fortement rebondi dès qu'on reparle de récession. Dès que Jérôme Powell, en fait, pour la première fois la semaine dernière, a parlé de récession probable aux États-Unis, on a vu les bons du Trésor qui ont fortement rebondi aux États-Unis. Donc il ne faut surtout pas se débarrasser, vendre nos obligations et on les garde en portefeuille. Donc au final, rien d'anormal quand votre P6 a perdu presque autant sur un moment donné. Rappelons-le, les périodes de baisse sont toujours des moments. Donc il y a un début, il y a une fin. C'est pas fait pour durer. Mais rien d'anormal. Si la performance de mon P6 a avoisiné celle de mon P10, vraiment liée à cette période particulière qui est la stagflation. C'est pas normal. C'est un phénomène un peu exceptionnel. Mais ce n'est pas anormal. C'est un phénomène qui arrive en période de stagflation et qui est là un peu longue, un peu plus longue que ce qu'on a connu en 2018, mais j'en reviendrai. D'accord. Moi j'ai une question quand même. Excuse-moi Charlotte, juste pour reprendre un peu de recul, il ne faut pas oublier que cette année de forte baisse suit 3 belles années de hausse des marchés financiers. On est parti, souvenez-vous bien, en début d'année avec des valorisations qui étaient quand même très élevées. On était entre 20 et 30% de valorisation des actions au-dessus de leur moyenne longue. Et donc ça, quand vous êtes sur des stress de marché, sur des niveaux de valorisation longue, bien sûr, ça incite aux prises de bénéfices, c'est-à-dire aux ventes massives des investisseurs qui prennent leurs bénéfices. On est revenu sur des niveaux beaucoup plus raisonnables de valorisation parce qu'on est maintenant revenu sur des moyennes longues de valorisation. Donc on est revenu sur des niveaux beaucoup plus raisonnables de valorisation. On avait aussi un excès
je dirais, de valorisation qui a engendré, qui a entraîné aussi ce mouvement à la baisse, il ne faut pas l'oublier. Et donc des valeurs attractives peut-être pour entrer sur le marché aujourd'hui? En tout cas, elles sont plus attractives qu'en début d'année. Que celles d'hier. C'est peut-être un peu tôt et c'est toujours compliqué, hein, c'est pour ça qu'on va y revenir aussi tout à l'heure, de chercher le timing à court terme. Parfait. Mais ce qui est sûr, c'est que les valorisations sont moins aberrantes, je dirais, qu'il y a quelques mois. Ok. Moi, j'avais quand même une question. Est-ce que tu nous racontes ce qui se passe sur la partie obligataire? Est-ce qu'on peut dire, et c'est une des questions là que je vois des internautes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un krach obligataire depuis le début de l'année 2022? Est-ce que tu le qualifierais ainsi? Vu l'ampleur de la baisse, oui, je pense qu'on peut parler de krach obligataire. Alors, comme le dit Jean-Pierre, je pense que le gros de la baisse est passé, parce que maintenant on est plutôt on n'est plus du tout sur des... Si on se projette à long terme, une fois de plus on parle de taux long, si on se projette à plus long terme, on est plutôt sur des craintes de ralentissement, voire de récession, que de craintes d'une inflation qui perdure, surtout en Europe. En Europe, on voit mal une inflation haute, élevée en Europe. Les forces structurellement déflationnistes sont toujours présentes, hein. Les taux de chômage élevés, le vieillissement de la population, la digitalisation de l'économie, ça n'a pas du tout été remis en cause par la crise actuelle. Ok, très clair. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de voir les résultats d'Yomoni par rapport à la concurrence. Donc nous, sur Impedis, on affiche à un peu plus de moins 15% net de frais de gestion. Hein. Toutes les performances que vous voyez affichées sur le site de Yomoni, sur l'écran qui était juste à côté de moi, sont bien évidemment nettes de tous nos frais. Comment on se situe par rapport à l'ensemble du marché des asset managers en France, en Europe aujourd'hui? C'est une bonne question, parce que beaucoup de clients nous demandent est-ce que la gestion active tire son épingle du jeu de ce contexte volatile, anxiogène? J'ai envie de répondre que non. Nous, en tout cas, notre modèle, on voit qu'il résiste très bien dans ces périodes de forte volatilité, ou au contraire, je pense que comme il y a très peu de visibilité, chaque acte de gestion devient très dangereux, parce que le risque de ce qu'on appelle se prendre le port de saloon explose, et donc il faut être plus que jamais être très discipliné dans cette décision de gestion. Et on le voit, nos résultats le prouvent, hein, sur donc un en an. Bleu, voilà, en bleu, c'est Yomoni, et en rouge, c'est le reste du monde? Alors exactement, en bleu, c'est la performance de nos profils de gestion en assurance vie, net de tout frais, comme tu le disais, par niveau de risque, comparé à l'ensemble des fonds patrimoniaux qui sont commercialisables en France. Et on voit qu'à risque égal, sur un an, on bat 70% des fonds patrimoniaux qui sont commercialisables en France, et toujours près de 100% hein, depuis notre lancement. Bien sûr, plus le temps avance joue en notre faveur, hein, parce que vous avez l'impact des frais cumulés sur la période et joue en notre faveur. Et ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, on a toujours, je dirais, relativement plus de fonds qui nous battent, parce qu'à court terme, il y a des gens qui nous battent, qui prennent les bons paris, mais ce ne sont jamais les mêmes. Oui, et dans le temps, on se rend compte que ce ne sont jamais les mêmes. Il y a des mauvaises convictions aussi. Hein. Exactement. Parce qu'avoir des convictions, il faut encore avoir raison. Et ça, face au marché et l'incertitude de marché, est bien malin quand même celui qui arrive à prédire l'avenir. Exactement. Et ceux qui arrivent, on se rend compte que ce ne sont jamais les mêmes dans le temps. Et donc, plus le temps joue en notre faveur et fait que le pourcentage, plus le temps avance, joue sa. On se dit que le cumul des erreurs plus des frais de gestion, souvent assez importants, joue en notre défaveur et donc en faveur de Yomoni, qui garde la même rigueur, l'absence de conviction, même si c'est assez particulier d'entendre ça dans le milieu de l'asset management, de forte conviction, de forte conviction, de ne pas avoir de conviction en fait sur les marchés. Hein. Et au final, tout ça joue en leur faveur. En tout cas, la courbe est très parlante. Ok. Un dernier point, donc on s'intéresse de plus en plus à la finance comportementale, c'est-à-dire comment l'investisseur doit agir, doit réagir ou ne pas réagir dans ces périodes compliquées. Ça fait déjà, Yomoni existe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. C'est la troisième crise qu'on connaît aujourd'hui avec nos clients, en tout cas les plus fidèles, ceux qui étaient là au démarrage. On a eu le double krach de 2018, on a eu la chute des marchés assez vertigineuse, mais assez courte au final, de 2020. Aujourd'hui, on est sur la troisième crise. Quel conseil, quelle attitude avoir face à ces mouvements de marché, face à cette incertitude? Alors en effet, si on se compare aux deux précédentes crises qu'on a vécues ensemble, hein, celle de 2018 et 2020, celle de 2018, pour rappel, hein, qui est un peu similaire à la crise actuelle, parce qu'elle se traduisait par une volonté de la Banque centrale américaine de monter ses taux, alors que l'économie était déjà en ralentissement sur fond de tensions géopolitiques, cette fois-ci entre la Chine et les États-Unis. Hein. On était en pleine guerre commerciale menée par Donald Trump. On a eu une crise donc, macroéconomiquement qui était
assez similaires, qui se traduisait par le phénomène d'une moindre ampleur, mais un peu similaire également, parce qu'il y avait une tension sur les taux et également une tension sur les actions. Et on avait baissé de près de 9,5% en 3 mois en 2018. Celle de 2020 était beaucoup plus violente. Pour rappel, on a eu le plus gros choc sur l'économie depuis la Seconde Guerre mondiale, donc un choc extrêmement important sur l'économie, mais beaucoup plus rapide. On a eu une baisse de 19,2% sur un profil 6 en un mois. Donc là, je dirais, on est un peu au milieu du gué. On a une crise qui est un peu plus longue, similaire qu'à 2018 sur les faits, mais avec une période d'incertitude qui est plus longue. Donc on a une baisse qui dure déjà depuis 6 mois, donc un peu plus longue. Et en termes d'ampleur, je dirais, on est entre les deux crises. On est sur une ampleur, une amplitude qui est moins importante qu'en 2020, un peu plus importante qu'en 2018. L'enseignement qu'on a retenu de ces deux crises, c'est que si on maintient, on le verra sur les slides suivantes, si on maintient le gros message, si on maintient son cap, si on garde son profil de gestion, si on patiente, si on ne panique pas, l'horizon de placement de votre profil doit vous permettre de pouvoir récupérer votre mise de départ, parce qu'une fois de plus, l'allocation de référence, votre portefeuille, a été construit pour ça. Donc si on prend par exemple, voilà, en 2018, on a mis plus d'1 an pour récupérer sa mise de départ. Mais on l'a récupéré. On l'a récupéré. Bien évidemment. En 2020, ça a été plus rapide, on a pris peine 9 mois. Donc ça peut paraître long pour un investisseur, bien sûr, quand on voit son portefeuille qui est en négatif. Mais par rapport à votre horizon de placement d'un profil 6 qui est de 5 ans minimum, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose. Il faut toujours avoir ça en tête. Ramener, faut prendre du recul. Prendre du recul. Revenir à la décision originale. Est-ce que mon projet est toujours... c'est ça qui est important. D'actualité, est-ce que ma durée d'investissement? Est-ce que je suis certain que je n'ai pas besoin de mon argent d'ici 5 ans? Si jamais c'est le cas, il n'y a pas de raison de vous inquiéter, même si ça peut être anxiogène, il n'y a pas de raison de vous inquiéter de ces situations qui peuvent bien sûr... Ou alors vous pouvez vous inquiéter et venir nous en parler. On est aussi là pour vous accompagner dans les périodes difficiles, que ce soit à travers le service client ou à travers votre conseiller dédié si vous en avez un. Ou en tout cas, vous pouvez en avoir un en prenant rendez-vous directement sur la home de Yomoni. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'un marché, enfin un portefeuille, il est là pour générer de la performance sur une durée. Il faut... En fait, la plus grosse décision, c'est de bien choisir son profil de risque, parce que le profil de risque va être corrélé à une durée, quoi. Exactement, et c'est la grande force des ETF, c'est que l'ETF permet une diversification extrême, je dirais. Dans un profil 6, pour rappel, quand vous êtes investi avec 1 000 € sur un profil 6 chez Yomoni, vous êtes investi dans plus de 7000 sociétés et dettes d'État. Et donc, c'est très forte diversification de votre portefeuille. C'est le meilleur, cumulé bien sûr avec des frais extrêmement bas. C'est le meilleur arme, le meilleur outil pour traverser au mieux ces crises telles que celles qu'on connaît actuellement et qui peut être en effet très anxiogène pour un client qui voit la valeur de son portefeuille fondre de jour en jour. Donc, quand ça commence à basculer, vous maintenez le cap. Si c'est trop difficile, vous appelez votre conseiller. Un moyen mémotechnique, c'est quand même de se remettre dans les conditions de prise de décision et se dire « j'ai ouvert un P6, quand est-ce que je l'ai ouvert, quel était mon projet ?» pour essayer de revenir à quelque chose de plutôt rationnel. Et on en vient au deuxième conseil, maîtriser ses émotions. Alors, ça se rejoint un peu, Ça se rejoint un peu, on en a déjà parlé. Et ça, c'est essentiel parce que si vous écoutez vos émotions, elles vous font prendre, et ça c'est prouvé, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, elles vous font prendre les mauvaises décisions. Ce graphique l'illustre bien. Toujours dur à entendre. Voilà. Donc, quand les marchés sont hauts, on est dans des périodes où tout va bien. Dès qu'on est un peu euphorique, donc on a tendance à vouloir prendre du risque et donc acheter des actifs risqués à un moment où peut-être il faudrait plutôt ralentir, parce qu'on est plutôt sur des hauts de marché, alors qu'à l'inverse, quand vous êtes sur des bas de marché, que vous êtes, comme on connaît actuellement, dans des contextes qui sont anxiogènes, vous avez tendance à vouloir vous réfugier et à sortir des actifs risqués et à acheter, alors qu'au contraire, ce n'est pas le moment où il faudrait y aller. Et donc mon grand message, c'est que justement, le mandat de gestion, il est là pour déléguer la gestion, les connaissances, mais également pour déléguer tout ce stress. Le mandat de gestion est vraiment là pour déléguer ce qu'on appelle les biais cognitifs, pour ne surtout pas réagir sur le coup de l'émotion, parce que
c'est humain, on sait que si on s'écoute, on va avoir tendance à prendre les mauvaises décisions. Ouais. Et puis l'humain, alors on voit cette courbe qui nous l'explique très clairement, qu'on appelle l'indice de confiance. On le sait aussi, l'humain a tendance à minimiser ses peurs. Et puis parfois, on a les yeux un peu plus gros que le ventre, même sur les marchés financiers. Et quand le moment de baisse arrive, sachant qu'un portefeuille ne fait jamais que monter, mais ne fait jamais que chuter, la performance est toujours une déduction, une moyenne des points hauts et des points bas. Mais c'est vrai que sur le coup, on peut un peu vite paniquer. Donc dans ces cas-là, maintenez le cap. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, surtout appelez-nous. On est là pour vous aider à prendre du recul et vous donner peut-être des explications supplémentaires qui vous aideront à patienter. Une dernière solution, peut-être le fait de rentrer dans l'action, mais qui a aussi un impact sur le portefeuille. Le troisième conseil qui va être de renforcer les versements programmés sur le portefeuille. Exactement. Et ça, je tenais à mettre cette slide parce qu'on a beaucoup de questions de nos clients qui nous demandaient en ce moment, faut-il suspendre mes versements programmés? Et là, mon message est très clair, surtout pas. Le versement programmé, c'est dans ces périodes les plus volatiles qu'il est le plus efficace. Parce que la première vocation du versement programmé, c'est d'atténuer l'impact des mouvements financiers sur votre portefeuille. Et donc, au contraire, si vous avez des versements programmés donc en place... mensuels ou trimestriels, voilà, qu'importe. Il ne faut surtout pas les suspendre. Au contraire, je dirais, j'aurais plutôt tendance à augmenter la cadence, voire le montant, parce qu'on sait que c'est la meilleure arme. Une fois de plus, le timing de court terme, il est très dur à trouver, il est très dur de savoir ce qui va se passer à court terme. Il est impossible à trouver. Ouais, exactement. Et donc, dans ce contexte, le mieux, c'est de maintenir ces bons réflexes, d'avoir une très bonne discipline d'investissement et de maintenir, voire augmenter ces versements programmés qui vont vous permettre de lisser votre point d'entrée sur les marchés si jamais vous êtes un nouvel entrant sur les marchés. Parce que, voilà, pareil, le bon point d'entrée, tout le monde le cherche, mais on ne le connaît pas, donc il vaut mieux le lisser dans le temps, de façon systématique. Et si vous êtes déjà investisseur, les maintenir, voire les renforcer, ça limitera l'impact de la volatilité des marchés sur votre portefeuille. Ok. Est-ce que juste peut-être pour finir, on a un petit tips à donner aux personnes qui nous écoutent de rationalité? Par exemple, j'ai 10 000 € de capital investi chez Yomoni. De combien doit être mon versement mensuel? Est-ce que pour avoir un impact, en fait, alors il y a le fait d'être en action et de faire quelque chose sur son portefeuille, ça c'est une première chose. Mais si je veux vraiment qu'il y ait un impact sur le portefeuille, est-ce qu'il y a un ratio à avoir? Alors, il n'y a pas de ratio, je dirais, mathématique. Ouais. Ça dépend surtout de votre capacité d'épargne, bien sûr. Mais si vous mettez 10 000 € en one shot, enfin en une fois, ouais. Et 100 € par exemple, ou 150 € par mois pendant très longue période, et on sait que ça fera la différence, ça va lisser, comme je disais, l'impact, et surtout ça va fortement augmenter votre potentiel de gain à très long terme. Parce qu'on moyennise le prix d'acquisition, on ne regarde pas à quel cours on achète, et donc on achètera au plus fort, au moins fort. Ça fera une moyenne qui sera inférieure à ce qu'on aurait fait en une seule fois, dans la probabilité en tout cas. Merci Alexis pour ces explications très claires. On va passer à la deuxième partie de notre webinaire qui est dédiée aux indépendants et comme on vous le précisait, plus particulièrement à l'excédent de trésorerie des indépendants. Comment mettre cet excédent au service de votre pouvoir d'achat et de votre retraite. On accueille Laurent Laforgue pour discuter de ce sujet avec nous. Bonsoir Laurent, vous allez peut-être commencer par vous présenter et par nous présenter Number. Oui Charlotte, merci pour l'invitation pour commencer. Donc, pour vous expliquer ce qu'on fait sur Number, en fait, on est un cabinet d'expertise comptable présent dans les grosses métropoles françaises et spécialisé dans l'accompagnement des freelances, des indépendants, souvent sur des activités de prestation de services intellectuels en B2B, donc de conseil aux entreprises généralement. D'accord. Et on a un modèle d'accompagnement qui part dès la phase de création de société avec un premier rendez-vous conseil qui est gratuit et sans engagement sur le choix de la forme juridique, voilà, comment je dois faire pour me lancer. Derrière, on va réaliser toutes les formalités administratives jusqu'au CABIS, jusqu'à l'immatriculation. Et là également, on le fait gratuitement. Par contre, on n'est pas une association, donc forcément, on va commencer notre mission d'expertise comptable pour prendre en charge la comptabilité et les différentes obligations administratives liées au TVA, au bilan de fin d'année, avec une partie de conseils pour notamment gérer au mieux la trésorerie de sa société. L'excédent de trésorerie, d'accord, très clair. Merci pour cette première présentation. Donc on parle des indépendants. Les indépendants sont une catégorie socio-professionnelle qui a fortement augmenté sur les dernières années. Je vais peut-être juste pour précision par indépendants, on entend les travailleurs non salariés, les professions libérales, les freelances, enfin toute personne qui n'a pas le statut de salarié et qui exerce son activité à travers une structure juridique nommée société ou personne morale. Ça paraît... C'est ça.
si on chipote un peu sur l'aspect juridique, on pourrait dire que même en personne physique, on peut être freelance. Pour les libéraux ? Pour les libéraux, donc en micro-entreprise ou en entreprise individuelle au réel, si on parle de fiscalité. On est quand même freelance. On est quand même freelance, d'accord. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans sur les indépendants. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Vous avez peut-être... Alors, je sais qu'il y a des domaines où les indépendants se développent plus que d'autres. Enfin, on sait que généralement dans les professions libérales, tout le secteur médical, le secteur des avocats, etc. Vous, quelle est votre typologie de clientèle ? Sur quel domaine vous êtes plutôt spécialisé ? Et comment évolue cette clientèle selon vous ? Alors sur une évolution du marché, en quelques chiffres, il y a une étude qui a été réalisée récemment par un acteur fort de l'écosystème freelance qui s'appelle freelance.com, une marketplace, et qui montre que depuis 2009 jusqu'à 2019, le nombre de freelance dans les activités de prestation de services intellectuels, donc typiquement de conseil aux entreprises, ont pratiquement doublé. D'accord. En 10 ans. Donc l'évolution est là, elle est liée à des évolutions au niveau de la société, des nouvelles formes de travail. Aujourd'hui, la nouvelle génération veut plus d'indépendance, veut maîtriser sa force de travail. Son temps ? Son temps, exactement. Surtout avec la période post-Covid, ça a pris une importance particulière, exactement. Donc ça, c'est une chose. Et on a aussi une partie de notre clientèle qui était salariée pendant l'essentiel de leur carrière et qui arrive sur une fin de carrière avec des difficultés pour revenir dans la vie active sur un poste de salarié. Donc, pour eux, très souvent, il est plus facile de se lancer en société, en indépendant, pour justement pouvoir trouver des clients, avoir cette liberté qu'ils n'avaient pas en tant que salariés, mais surtout continuer à travailler avec un peu plus de flexibilité, sachant que le marché du travail leur est malheureusement souvent fermé. Donc c'est une réponse à cette situation-là. Oui, et on constate aussi surtout depuis le dernier, un des anciens cracks de 2008 et la crise économique assez forte qu'il y avait eu derrière, et le statut, il y avait un statut qui est toujours auto-entrepreneur, qui a pas mal évolué depuis et qui a permis à pas mal de personnes en fait de se mettre en activité qui ne trouvaient pas de travail et qui ont pu, en se mettant à leur compte, démarrer et reprendre une activité. Voilà. Est-ce que vous avez un domaine, vous accompagnez, est-ce qu'il y a un domaine de prédilection, ou pas choisi en fait par Number, des gens que vous accompagnez ? Est-ce que Oui, alors on a beaucoup de clients dans le conseil informatique, le conseil IT. Ça représente à peu près 30% de nos clients, ce qui est assez conséquent. Freelance du coup ou profession libérale, comment vous les dénommez ? En société, donc en EURL ou en SASU généralement. D'accord. Et là, c'est du fait du marché des profils IT qui leur est beaucoup plus favorable. Il y a une pénurie de ces profils-là. Donc, c'est d'autant plus facile pour eux de proposer leur force de travail en freelance pour financièrement pouvoir facturer plus et avoir cette flexibilité également sur le choix de ses missions et donner un peu plus de peps dans leur vie professionnelle. D'accord. Donc ça, c'est un axe de développement qu'on a depuis... Vous avez depuis la création de Number, qui date de quelle année, la création de Number ? Alors, on a changé de nom régulièrement. Sinon, ça date de 2013, la spécialisation sur le marché freelance. OK. Et est-ce que post-Covid, vous avez une évolution de votre clientèle cible, de votre clientèle type chez Number, depuis le Covid ? Vous en parliez un peu, mais... Oui. Non, c'est l'évolution qui a tendance à suivre le même cours, mais on retrouve les profils IT. Là, récemment, on a une recrudescence de profils de recruteurs indépendants. D'accord. Donc ressources humaines, mais côté recrutement. Exactement. Chasseurs de tête. Exactement, c'est ça, exactement. Et également, beaucoup de coachs et de formateurs indépendants. C'est une tendance que l'on voit de plus en plus, là aussi qu'on peut associer à l'impact post-Covid et à la recherche de sens dans son travail. Ok, donc on voit aussi post-Covid beaucoup de reconversions professionnelles, de gens qui en fait ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils font et du coup se mettent aussi à leur compte et donc développent une structure juridique et ont besoin de gens comme vous pour les accompagner au plus près et on va voir sur quelle problématique, puisque notre deuxième partie est liée aux problématiques liées au statut. Donc on sait
que quand on est indépendant, qu'on n'a pas le statut de salarié, on sait qu'il y a un impact sur la santé, sur la prévoyance, c'est comment on se couvre sur les domaines de la santé, on sait que c'est un impact sur les cotisations chômage, sur les cotisations retraite, on sait qu'en fait ces indépendants doivent se couvrir eux-mêmes, c'est-à-dire que personne ne va le faire pour eux, et on sait qu'il y a des variables d'ajustement en fait en fonction, il y a une multitude de formes de sociétés possibles, SARL, SA, SAS, on y reviendra juste après, et qu'en fait on va avoir une variable, alors c'est pas notre sujet aujourd'hui sur ce besoin de se couvrir, mais en tout cas c'est des choses que vous traitez, et qu'en fait il y a une variable d'ajustement, ce qu'on se disait en préparation de cette réunion, entre la forme de la société et toute la manière dont on va se couvrir personnellement. Est-ce que vous auriez un exemple peut-être à nous citer pour que ce soit un petit peu plus explicite pour nos auditeurs? Alors, un exemple type de création d'entreprise d'indépendant, je prendrai la personne qui est créateur et en même temps qui a la chance de bénéficier de ces indemnités Pôle emploi. C'est des profils qu'on retrouve assez souvent dans les créations d'entreprises. Donc je monte ma société, je suis ancien salarié. Je suis ancien salarié, j'ai eu ma rupture conventionnelle, donc j'ai droit à ce qu'on appelle l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Et donc il y a un dispositif qui nous permet de bénéficier des indemnités mensuelles de Pôle emploi tout en créant sa structure, sa société et tout en la développant et en générant du chiffre d'affaires. Et donc pour ces profils-là, il faut avoir en tête que quand on est couvert par Pôle emploi, on valide ses trimestres de retraite, on a une protection sociale, donc on est très bien couvert niveau protection sociale. Mais ça ne dure pas... Ça dure pas une éternité, ça dure 2 ans. D'accord. Mais sur les 2 années en question, il n'y a pas forcément besoin de se sortir du salaire via sa structure pour valider ses trimestres et avoir la protection sociale. Donc ceux-là ont intérêt à choisir une structure comme la SASU, par exemple, où le fait de ne pas se rémunérer génère 0 € de cotisation sociale. Et l'argent généré sur la structure va pouvoir être pris sous forme de dividende avec simplement le paiement de la flat tax à 30%. D'accord, donc il n'y aura aucun impact en fait Parce que parfois on peut ne pas se verser de rémunération mais avoir quand même des charges sociales, il y a des forfaits. C'est ça? Exactement, c'est ça. Quand dans le système des forfaits, enfin c'est tout un milieu, c'est toute une profession. D'ailleurs, c'est la vôtre. Mais en fait, voilà. Donc si vous êtes, vous pouvez revendiquer les droits au chômage et que vous vous lancez, profitez de cette période pour vous lancer à votre compte. Dans un premier temps, on monte en fait la SASU parce que en fait mes indemnités, ça va être notre sujet juste après, je vais pouvoir les capitaliser en termes de trésorerie et en faire autre chose et je n'aurai pas d'impact sur cette trésorerie, en tout cas du fait d'avoir choisi le statut de la SASU. Et du coup, comme les indemnités chômage, elles ne durent pas, après je peux changer la forme juridique de ma société parce que ça... Exactement, on peut garder la même personne morale et la transformer en EURL par exemple. Il y a des coûts juridiques liés à la transformation. Bien sûr, mais qui sera peut-être plus optimal parce que je perds ma protection. Tout à fait. Tout à fait. En EURL, avec cette bascule-là, on va pouvoir ressortir l'argent sous forme de rémunération et ainsi jouer sur des taux de cotisation qui vont être plus faibles que si on était resté en SASU avec versement de salaire où ça nous coûte à peu près 75% en moyenne du salaire net avant impôt. Alors qu'en EURL, on est plutôt aux alentours des 45%. Donc il y a quand même un levier d'optimisation sur le choix de sa structure en fonction d'où on vient et de là où on veut aller, qui est quand même très important, où on a effectivement plus que besoin de vos compétences et de votre expertise. Vous avez un autre travail très important auprès de ces chefs d'entreprise, au final, de ces indépendants, qui est sur la modélisation du revenu, parce qu'en fait, quand on est le gros avantage des indépendants, donc là, on a vu la limite, il faut se couvrir, il y a pas mal de choses, la liberté a un prix, on peut le dire peut-être ainsi, mais un des gros avantages, c'est qu'on peut modéliser, en vue d'optimiser fiscalement le tout, on peut modéliser ses revenus, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se servir que du salaire, on peut faire un mix entre salaire, dividende. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je donnais un exemple tout à l'heure avec la SASU notamment. En fait, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas un salarié, donc on n'a pas de lien de subordination entre nous et notre structure, ce qui fait qu'on a cette liberté, vous en parliez, de choisir un montant de rémunération et un montant de dividende. On n'est pas obligé de se verser X € de rémunération chaque mois. Et donc, en effet, ça fait partie de notre rôle de conseil en tant que cabinet expertise comptable. Il va falloir trouver le bon mix entre sortir l'argent sous forme de rémunération ou sous forme de dividende et ainsi jouer sur des taux de cotisation
différents et des taux d'imposition à l'impôt sur le revenu qui vont être également différents. En fonction de la nature de la rémunération, salaire ou dividende, je n'ai pas le même forfait social et je n'ai pas la même imposition. Exactement. Et il faut rajouter la variable forme juridique. On en parlait tout à l'heure. Ok, voilà. Là ça devient quand même très compliqué. En SASU, par exemple, on ne va pas devoir payer de cotisation sociale sur ses dividendes. Alors qu'en EURL ou SARL gérant majoritaire, on doit payer des cotisations à hauteur de 45% sur ces dividendes. Ok. Donc voilà, tout ça fait partie d'un global. Il faut un audit, un projet. Exactement. Ok. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes à votre compte, vous pouvez déterminer le montant de vos charges personnelles mensuelles, les modéliser soit via du revenu, soit du dividende. Ce qui est le plus avantageux pour vous, c'est une forme d'optimisation fiscale indirecte, mais ça reste de l'optimisation fiscale. Et donc, ça peut générer aussi, et ce qu'on constate, et c'est pour ça qu'on a fait aussi ce webinaire ce soir, c'est qu'on constate chez les freelances, chez les indépendants en général, des excédents de trésorerie dans les sociétés qu'on ne sort pas. Et c'est l'objet du dernier projet Yomoni. Peut-être on va revenir sur cette trésorerie d'entreprise qui est dormante. Parfois, puisque au final, on se rend compte qu'on est sur des professions où on a très peu de charges, parce qu'on les modélise au plus près pour qu'elles nous coûtent le moins cher socialement et fiscalement. Et puis au final, il reste un stock de liquidités dans l'entreprise. Les sociétés connaissent la même problématique que les particuliers. Les livrets compte à terme, livrets rémunérés, ne rapportent rien du fait des taux longs, des taux directeurs. Passage de Jean-Pierre juste avant. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette trésorerie dans la société? Il y a plusieurs solutions. On sort de la société, on la laisse dans la société. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de stratégie? Alors, il n'y a pas réellement une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Ça va dépendre des projets individuels de nos clients. Certains peuvent avoir des projets immobiliers, d'autres veulent développer leur activité et ils vont avoir des besoins pour investir, donc des besoins de trésorerie à court, moyen terme. Ou d'autres ont besoin de cash rapidement et veulent sortir l'argent le plus vite possible. Donc voilà, il y a autant de stratégies que de projets chez nos clients. Que d'investisseurs en fait. Exactement. Ok. On a quand même, nous souvent, parce que c'est un sujet qu'on traite déjà un petit peu, qu'on traite déjà chez Yomoni depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on a quand même beaucoup de questions de clients qui nous disent, voilà, j'ai de la trésorerie dans ma société, est-ce que je sors en dividende ou est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse? Parce qu'on peut directement investir via la société, on va le voir juste après. Donc fiscalement, il n'y a pas un choix meilleur que l'autre? C'est ça qu'on est en train de se dire? Oui, ça dépend réellement du projet. Après, on avait discuté en amont de ce webinaire sur la possibilité de prendre des dividendes et sur justement la fiscalité qui est connue aujourd'hui, mais qui peut potentiellement changer avec, c'est ça, dans le temps, notamment avec les incertitudes politiques en ce moment. C'est des sujets très politiques, la taxation des capitaux mobiliers. Donc, nous, on a plutôt tendance à promouvoir la sortie de dividendes avec une fiscalité connue, à savoir, on en parlait tout à l'heure, les 30% de flat tax. Et quand vous dites, en ce moment, vous faites référence aux législatives et donc aux éventuelles évolutions de la fiscalité qui n'est jamais figée dans le temps, rappelons-le. D'accord. Donc, première solution, si dans ma société, j'ai un excédent, disons, j'ai 50 000 € de trésorerie, je sais que je ne vais pas développer ma société, je sais que j'ai peut-être des projets personnels à côté, d'acheter ma résidence principale ou en tout cas de développer mon patrimoine personnel. En fait, je connais le taux de la flat tax à ce jour et donc le mieux, c'est de sortir de ma société, de rapatrier ça dans mon patrimoine personnel. Et donc, je passe par la case dividende. Donc là, c'est ce qu'on se dit. Étape 1, s'il y a un projet, il n'y a pas de projet pro, en gros, on peut ramener ça dans le patrimoine personnel. Est-ce qu'il y a un moyen quand même d'optimiser par le montage d'autres sociétés ou d'autres, pour les plus amateurs d'optimisation fiscale, est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser quand même sans repasser directement par le patrimoine personnel et donc la case dividende? Oui, on pourrait créer une holding pour jouer sur le régime mère-fille et faire une remontée de dividendes au niveau de la holding et ensuite, via la holding, investir sur une SCI, par exemple, pour se constituer un patrimoine immobilier. Oui. Mais bon, ce montage-là, en l'occurrence, on a souvent des clients qui
qui veulent absolument créer une holding, mais ça peut vite devenir une usine à gaz parce que dans mon schéma, on a 3 comptabilités différentes. Donc, on va créer des coûts de structure pour avoir la gestion de ces 3 sociétés-là. Exactement. Donc, il faut vraiment que, dans l'exemple cité de la SCI, il faut que ça soit une stratégie patrimoniale d'investissement immobilier, locatif pour juste... c'est pas que de l'optimisation fiscale. Ça vaut pas le coup. Ouais. Et voilà. D'accord, ça va dépendre aussi du sujet d'investissement de la holding derrière. Exactement, c'est ça. Mais la holding, c'est pas qu'une SCI. Hein. On n'est pas obligé de faire de l'immobilier, on peut aussi faire du financier. Oui, bien sûr. On peut créer sa holding et après se servir de la holding pour investir sur les marchés financiers ou autres. Donc, soit j'ai vraiment aucun projet à part le développement de mon patrimoine personnel, je sors les dividendes, je repasse dans mon patrimoine personnel et je peux investir cette somme, pourquoi pas sur une assurance vie, sur un PEA, sur un compte titre, enfin sur les marchés financiers en tout cas, et je travaille à fiscalité connue, qui n'est jamais figée dans le temps, hein, rappelons-le, c'est important. Deuxième possibilité, si j'ai pas vraiment de projet personnel et que je veux éviter la casse dividende, je peux utiliser ce qu'on appelle, d'un point de vue fiscal et expertise comptable, le régime mère-fille, c'est-à-dire que je crée une holding au-dessus de ma société d'exploitation où je vais faire remonter mon résultat, c'est ça, mon résultat fiscal, d'une société à l'autre. Et donc là, moi, je pense que le mieux, c'est peut-être de vous contacter, de les contacter, de contacter Number directement et peut-être de voir si l'objet de la holding, l'objet final de la holding, nécessite ce type de montage qui est quand même un peu lourd et un peu coûteux. Et donc, il faut que la rentabilité derrière soit associée. Exactement. Okay. Et enfin, je peux aussi, si j'ai donc là, au final, des sujets de développement de ma société, rester dans la société. Hein. Voilà. Exactement. Quand on a le choix, quand on a réussi à générer du résultat, on va devoir décider entre versement de dividendes ou alors placement en réserve. Donc là, on mettra son résultat en réserve et on pourra l'investir. OK. Sur l'investissement. On a une question là en direct. Est-ce qu'il y a une durée minimale pour monter sa holding? Est-ce que ma société d'exploitation qui est en dessous, donc la société en dessous, est-ce que je dois attendre un certain nombre d'années d'exercice avant de monter une holding? Il faut du résultat à remonter, effectivement, mais est-ce qu'il y a une durée, il y a une moyenne pour ce type d'optimisation? Non, pas vraiment. En effet, il faut que la société soit rentable et qu'elle génère du résultat. Sinon, il n'y a pas grand jeu. Mais non, il n'y a pas de durée à attendre. Mais voilà, attention, point de vigilance quand même sur le schéma avec holding. Il faut vraiment être au clair sur son projet. Monter une holding pour monter une holding, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, il faut que ça soit dans un but bien précis. Et parfois, on a des idées arrêtées, notamment sur les SCI. Il y a eu une période comme ça dans les années 2010 où tout le monde voulait sa SCI. Et en fait, pour la résidence principale, pour la résidence secondaire, et ça n'avait pas tellement d'objets, de mettre tout ça à l'IS. C'est assez même compliqué parfois dans certains cas. C'est vrai. Ok, merci Laurent pour ces informations. Et du coup, on arrive sur le sujet final et de cette deuxième partie liée aux indépendants. Donc, comme on vous l'avait annoncé, Yomoni a décidé, donc l'objet principal de Yomoni, c'est démocratiser l'accès à l'épargne. Et le domaine des indépendants, qui est un domaine en constante évolution, comme Laurent nous l'a rappelé, est une catégorie de la population qui sont parfois un peu délaissées, mais qui rencontrent des problématiques assez similaires aux particuliers. Et donc, nous allons ouvrir une solution dédiée aux indépendants à travers le compte-titre ordinaire Yomoni, qui est déjà un compte-titre existant. Mais vous allez pouvoir maintenant, à travers un tunnel de souscription 100% digital, souscrire un compte-titre ordinaire pour le compte de votre société. Vous allez retrouver, donc ce compte-titre va être de la même manière que tous nos autres placements, va être géré sous mandat. Le teneur de compte, donc votre argent sera déposé auprès du Crédit Agricole Titres. Hein, tout fonctionne de la même manière. Vous allez retrouver nos 8 profils de risque. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui va être modulée selon votre horizon d'investissement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez 3 ans, est-ce que vous avez 5 ans, est-ce que vous avez 10 ans et plus sans avoir besoin de cette trésorerie? Comme Alexis l'a rappelé, hein, il faut bien modéliser son niveau de risque par rapport à votre durée de placement pour, en quelque sorte, retomber sur vos pieds à la fin, en termes de performance, bien évidemment. Et ce compte-titre sera disponible via un espace connecté, notre site client, mais aussi notre application mobile. Vous allez pouvoir consulter vos performances à J+1, effectuer des versements et des retraits à J+3, et puis modifier votre profil de risque à tout moment, tout ça sous un délai de 3 jours. Donc cette solution, vous l'avez compris, elle reste totalement liquide. Il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un projet patrimonial. Et donc, si vous avez un excédent de trésorerie à moyen et à long terme, je pense que vous l'avez maintenant compris, eh bien, vous pourrez aussi trouver une solution chez Yomoni pour votre entreprise. Voilà. Donc,
C'était l'annonce qu'on avait à faire avec vous ce soir à travers ce webinaire. J'ai peut-être une ou deux questions, il y a peut-être encore une ou deux questions subsidiaires et puis on va se laisser pour Alexis. On avait une question peut-être juste pour finir sur la position, sur la partie, les positions d'Iomoni envisage sur la partie action et sur la partie obligation dans les mandats de gestion. Ça a vraiment été le sujet du trimestre en cours, ce fameux P6 qui était très perturbé par la chute du marché obligataire. Est-ce qu'il y a des positions particulières? C'est une question de Martine qui nous demande si on a des positions particulières entre la partie obligataire et la partie action dans les mandats. Sur la proportion, sur la part action-obligation, on est, comme je l'ai dit, sur une position neutre en ligne avec nos allocations stratégiques. Au sein des actions, on a gardé nos positionnements tactiques de surexposition aux États-Unis. On pense que la banque, il y a bien moins de risques sur la croissance américaine que sur la croissance européenne, parce que la Banque centrale américaine a beaucoup plus de marge de manœuvre que son homologue européen pour lutter contre l'inflation. On a une croissance qui est beaucoup plus forte aux États-Unis, avec un marché de l'emploi qui est très fort, une consommation qui tient bien, et qui permet à la Banque centrale américaine de pouvoir monter ses taux de façon, je dirais, il y a un risque de récession, on a dit, mais moins certain qu'en Europe, où là, on sait que si l'Europe se rentre dans un cycle de hausse des taux rapides, avec une croissance beaucoup plus fragile, ça irait inévitablement vers une récession. Donc nous, on garde cette surexposition aux États-Unis, au dollar, avec le dollar qui joue très bien son rôle de valeur refuge. On a vu le dollar qui augmente de plus de 7% depuis le début de l'année. Donc on garde ce positionnement au sein des actions. On garde également notre positionnement sur les valeurs technologiques, qui ont souffert mécaniquement de la hausse des taux, parce que vous actualisez c'est un effet mécanique de valorisation. Quand vous actualisez des flux futurs avec des taux plus élevés, mécaniquement, ça fait baisser la valorisation, mais ça ne remet absolument pas en cause les raisons pour lesquelles on a acheté ces valeurs technologiques, qui restent le moteur de la croissance, qui ont été renforcées par la crise sanitaire avec la digitalisation accélérée de l'économie. Ce sont des sociétés qui ont des bilans extrêmement sains, donc ils vont pouvoir continuer leur stratégie d'acquisition et étendre leur position quasi monopolistique. Et donc nous, on tient à garder cette exposition aux valeurs technologiques qui nous coûtent depuis le début de l'année, mais qui pour nous sont indispensables pour le futur. Les marchés américains ne pourront pas rebondir sans les valeurs technologiques, c'est complètement impensable. Okay. Et au sein des obligations, comme je vous l'ai dit, on garde cette sous-pondération, c'est-à-dire cette sous-duration, cette sous-sensibilité au mouvement de taux par rapport à nos allocations de référence, jusqu'à ce que ces craintes inflationnistes, ce pic d'inflation soit enfin derrière nous. Ok, merci Alexis, merci Laurent de nous avoir accompagnés pour ce second événement. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous retrouverez un lien dans le webinaire pour prendre rendez-vous si vous avez besoin de faire gérer votre trésorerie d'entreprise et qu'on vous a convaincu. Et puis à la fin, vous trouverez aussi sur le lien du webinaire un petit sondage pour nous donner votre avis. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée.